Oui, effectivement, c'est la mal nommée, puisque la vitamine D n'est pas une vitamine. Comme je le disais, en fait, une vitamine, c'est une substance que le corps ne peut pas fabriquer en quantité suffisante pour subvenir à ses propres besoins. Or, ce n'est pas le cas de la vitamine D, c'est-à-dire que si on a une exposition au soleil, par exemple l'été, minimale de 15-20 minutes, à ce moment-là, on produit suffisamment de vitamine D pour l'utilisation journalière. Donc, en fait, c'est une pro-hormone sécostéroïde. Et c'est une molécule qui est vraiment extraordinaire, la vitamine D. Donc c'est vraiment, à mon avis, la molécule la plus importante pour le fonctionnement du corps humain. Alors tout simplement parce que la vitamine D, elle agit sur le système rénine-angiotensine et elle a plein d'activités. Hein. Elle est pléiotrope, elle agit vraiment partout. Alors cette vitamine D, déjà, elle inhibe la rénine, donc qui est la fameuse enzyme produite par le rein qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Donc du coup, c'est un frein sur le système rénine-angiotensine. Donc elle permet l'homéostasie, donc le bon fonctionnement du système rénine-angiotensine. Et on avait décrit, en fait, justement, dans ce premier article qu'on avait soumis en mars 2020 et qui a été publié en avril 2020, on avait insisté sur l'importance de la vitamine D. Et il faut savoir que autant on en parle beaucoup de vitamine D maintenant, mais à l'époque, en mars 2020, on ne parlait pas du tout de Covid et de vitamine D. Hein. Enfin, moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de vitamine D et Covid. Et donc, on avait publié ça parce que moi, je ne connaissais pas l'intérêt de la vitamine D, puisque je ne me supplémentais même pas. Donc, je ne connaissais pas le SRA, je ne connaissais pas la vitamine D, je connaissais juste le nom, comme tout le monde. Mais disons que je ne savais pas exactement ce que ça faisait. Et je l'ai découvert avec le SRA. Parce que j'ai vu que c'était une molécule qui agissait sur le SRA. Et comme vous avez pu le voir, donc l'importance du SRA, on comprend bien que la vitamine D, en agissant sur le SRA, est très importante. Alors, la vitamine D, elle agit de façon spectaculaire sur plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit avoir un bon taux de vitamine D. Ça, c'est essentiel. Le taux optimal de vitamine D, ça va être entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Alors pourquoi calcidiol? En fait, il faut savoir un petit peu comment fonctionne la vitamine D. D'abord, la vitamine D, elle est inactive. C'est-à-dire que la vitamine D3 ou D2 que vous prenez, la D3 c'est celle de mammifères, la D2 c'est celle de plantes, que vous prenez par exemple en supplémentation, elle est inactive. Elle a besoin d'être métabolisée par le foie et par les reins pour devenir active. Et donc, quand vous prenez une ampoule de vitamine D, en fait, il ne se passe rien tant que la métabolisation n'a pas été faite. Donc, cette vitamine D3, elle migre dans le foie, et il y a une enzyme qui s'appelle une 25-hydroxylase qui va la transformer en calcidiol, c'est-à-dire en 25-hydroxyvitamine D3. Le calcidiol, c'est la forme circulante de la vitamine D dans le sang. Et cette forme est inactive aussi. Cette forme inactive doit migrer dans le rein, et dans le rein, il y a une autre enzyme qui est une 1-alpha-hydroxylase, et ça va transformer le calcidiol donc en 1-alpha-25-dihydroxyvitamine D3, qui est le calcitriol. Et le calcitriol, c'est la forme active de la vitamine D. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais normalement, ce calcidiol, il se fixe, c'est la seule forme de la vitamine D qui est capable de reconnaître le récepteur VDR, qui est le récepteur en fait à la vitamine D, qui est un récepteur qui n'est pas à la surface des cellules, mais qui est dans la cellule, qui est au niveau du noyau cellulaire de façon surprenante. Donc, en fait, ce calcitriol va se fixer sur le récepteur nucléaire, donc à la vitamine D. Il y a de l'acide rétinoïque X qui vient s'associer à ce complexe pour former un complexe ternaire, donc avec trois partenaires, et ça permet une translocation du calcitriol en fait dans le noyau cellulaire, parce que la vitamine D, donc sous forme active, donc le calcitriol, il va agir sur les gènes, sur nos gènes. C'est-à-dire que quand vous prenez de la vitamine D, c'est comme si vous preniez des centaines de composants, c'est-à-dire qu'il va agir directement en activant des gènes de votre génome. Donc il agit directement sur la production de protéines de votre génome. Alors le génome humain, c'est à peu près 22 500 gènes, et le nombre de gènes qui vont être activés ou réprimés par la vitamine D va complètement dépendre de votre taux plasmatique justement de vitamine D, de calcidiol. Alors pourquoi? Il a été déterminé que si vous êtes à 30 nanogrammes de calcidiol par millilitre de sang, vous activez 291 gènes.
Ça a été déterminé expérimentalement. Si vous êtes à plus de 50 nanogrammes de calcidiol par ml, vous activez plus de 1000 gènes. Donc c'est énorme, hein, parce que 1000 gènes, du coup, on est proche de 4% du génome humain. Et puis on pense maintenant même que ça pourrait activer plus de 2000 gènes, hein, donc on pourrait monter à presque 9%, enfin très loin de 9% du génome humain. Donc vous voyez qu'il y a une répercussion énorme justement sur l'expression du génome, la transcription de gènes et donc la production de protéines. Et il y a à peu près la moitié de ces gènes qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'immunité. Donc quand on a un bon taux de vitamine D, on a une immunité qui est très fonctionnelle. Et on est immunodéficient quand on est carencé ou insuffisant en vitamine D. Donc on estime que insuffisant en vitamine D, c'est quand on a une concentration plasmatique en calcidiol qui est inférieure à 30 nanogrammes, par exemple, inférieur à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, et carencé, on estime que ça partout quand c'est en dessous de 12 nanogrammes de calcidiol par ml. Donc plus le taux de vitamine D élevé est meilleur est le fonctionnement du SRA. Voilà. Alors, on entend souvent dire les médecins, attention, c'est très toxique, la vitamine D, etc. Bon, ça c'est complètement faux, puisque la toxicité, les premiers effets secondaires qu'on peut voir avec une forte concentration plasmatique de vitamine D, enfin de calcidiol, c'est supérieur à 150 nanogrammes de calcidiol par ml. Et même certains experts estiment que c'est à partir de 200 nanogrammes de calcidiol par ml. Les premiers effets secondaires en fait, d'une très très forte concentration en vitamine D, en calcidiol, c'est un dépôt de calcium au niveau des tissus mous. Parce que la vitamine D est impliquée dans la prise de calcium et de phosphore, hein, dans l'absorption du phosphore et du calcium au niveau des intestins. Elle fait exactement l'inverse d'une autre hormone thyroïdienne qui s'appelle la calcitonine, qui, elle, est hypocalcémiante et hyposphosphorémiante. Donc cette vitamine D, elle permet d'absorber ce calcium, notamment, et c'est pour ça que quand on est en hypervitaminose D, on peut craindre des dépôts de calcium. Donc c'est bien de prendre de la vitamine K2 quand on prend des fortes charges en vitamine D, parce que la vitamine K2, comme son nom ne l'indique pas, elle gère l'homéostasie au calcium et elle empêche justement les dépôts de calcium sur les tissus mous, donc elle est très favorable. Et vous pouvez même aussi complémenter avec d'autres produits, notamment du magnésium qui est très important, 300 mg de magnésium par jour, hein. Donc c'est normalement 360 mg pour un homme et 300 mg pour une femme, parce que le magnésium, il est très important pour qu'on puisse avoir de la vitamine D active. Parce que 70% des personnes sont déficientes, de la population en fait est déficiente justement en magnésium, et ce magnésium est très important parce que c'est un cofacteur de la 25-hydroxylase et de la 1-alpha-hydroxylase qui transforme la vitamine D3 en calcidiol puis en calcitriol. Ça veut dire en gros que si vous n'avez pas de magnésium, vous ne fabriquez pas de la vitamine D bioactive. C'est comme si vous preniez rien. C'est pour ça que le magnésium est très important. Comme on sait que 70 à 80% des personnes manquent de magnésium, on comprend l'importance d'une supplémentation en magnésium. Et on comprend aussi l'importance d'une supplémentation en vitamine D, parce que 70 à 80% également de la population manque de vitamine D. Et quand vous manquez de vitamine D, c'est la porte ouverte à toutes les pathologies, justement, parce que vous avez une suractivation du SRA, puisque vous n'avez pas de frein, justement, pour le SRA. Alors, cette vitamine D, on la connaît, justement, parce qu'elle est déjà importante pour tout ce qui est minéralisation osseuse. Et là, en fait, les concentrations plasmatiques de 30 nanogrammes de calcidiol par ml sont suffisantes. Mais elle ne fait pas que ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir plus de vitamine D, de calcidiol plasmatique circulant, parce qu'elle ne fait pas que ça, et pour avoir d'autres actions, il faut que son taux plasmatique soit supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml, contrairement à la minéralisation osseuse. Alors donc elle intervient au niveau de la prise de phosphore et de calcium, donc au niveau des intestins, mais elle intervient aussi dans l'intégrité tissulaire, c'est-à-dire qu'elle agit au niveau des jonctions serrées et des jonctions adhérentes, qui sont des jonctions intercellulaires.
Vous savez, quand il y a un tissu qui est formé, par exemple le tissu intestinal, les cellules de l'épithélium intestinal sont tenues entre elles, justement, assurent une cohésion justement de la barrière intestinale, parce qu'elles sont tenues entre elles par des jonctions serrées, des jonctions adhérentes. Et bien, vous avez justement la vitamine D qui agit sur ces jonctions. Elle permet une bonne intégrité tissulaire. Parce que ce qui se passe, c'est quand il y a un dérèglement du SRA, il y a une production d'une molécule qui s'appelle la zonuline, et la zonuline agit sur le récepteur de la zonuline qui provoque justement un relâchement de ces jonctions intercellulaires. Et donc ça provoque une certaine porosité, notamment de la paroi intestinale, ce qui fait qu'il va y avoir une possibilité de passage de lipopolysaccharides, de bactéries même, de bactéries dans la circulation sanguine, et aussi de relargage d'endotoxines, etc., qui vont provoquer une inflammation dans le système vasculaire. Donc ça, c'est très délétère. Donc vous avez cette cohésion qui est très importante, justement, de la barrière intestinale. Et vous avez un produit, pour ceux qui souffrent de ça, qui existe, qui s'appelle le larazotide acétate, qui permet justement de maintenir aussi ces jonctions intercellulaires, parce que ça agit sur le récepteur de la zonuline. Donc ça empêche la zonuline d'agir, quoi. Donc la vitamine D le fait naturellement. Mais la vitamine D, en plus, elle est impliquée dans la différenciation et la multiplication cellulaire. C'est pour ça qu'elle est importante, parce qu'elle intervient dans les processus de mitose, etc. Et en plus, cette vitamine D, ça les gens ne le savent pas, c'est qu'elle vous fait produire des molécules qui ont des activités antimicrobiennes. Et ça, en général, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que quand vous prenez de la vitamine D, en plus de toutes ces actions, elle va vous faire produire, elle va vous activer des gènes qui vont vous faire produire des molécules qui ont une activité antimicrobienne, et notamment antivirale et anti-SARS-CoV-2, actifs sur les virus enveloppés comme le SARS-CoV-2. Bon, à titre d'exemple, elle va vous faire produire des bêta-défensines. Elle va vous faire produire, par exemple, une molécule qui s'appelle HBD2. C'est nous qui l'avons caractérisée d'ailleurs avec mes collaborateurs là, du laboratoire de virologie de Wuhan. On avait décrit cette activité de HBD2. Elle vous fait produire aussi de la catélicidine LL37, qui a une activité contre le SARS-CoV-2. Donc elle vous fait fabriquer des molécules qui ont des activités antimicrobiennes. Donc c'est quand même assez fou. Et elle est complètement indispensable au fonctionnement du système immunitaire, parce que toutes les cellules utilisent la vitamine D comme carburant. C'est-à-dire que vos cellules, même si normalement elles fonctionneraient bien, si vous êtes déficient en vitamine D, eh ben, elles ne vont pas bien marcher. Et notamment, les cellules du système immunitaire, elles peuvent être activées en présence de mitogènes ou d'antigènes, mais l'activation, elle est bloquée en absence de vitamine D. Et donc, il faut absolument de la vitamine D active, quoi, bioactive. C'est pour ça que la supplémentation est très importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 3 sources de vitamine D. Vous avez la source naturelle, qui est due à l'exposition solaire. Donc en fait, vous avez les UV, c'est aux alentours de 300 nanomètres, qui frappent un dérivé qui s'appelle le 7-déhydrocholestérol qu'on a sous la peau, et donc ça se transforme en prévitamine D3. Cette prévitamine D3 se transforme en vitamine D3, c'est-à-dire qu'en fait, sous l'effet des UV, les UV agissent sur un dérivé qui s'appelle le 7-déhydrocholestérol qu'on a sous la peau, et ça donne de la prévitamine D3, qui est convertie en vitamine D3. Et ce qu'on prend dans les ampoules de cholécalciférol, les petites gélules ou les ampoules, ben c'est de la vitamine D3. Sauf d'autres ampoules de stérogil où c'est de la vitamine D2, mais ça revient au même. Sauf que la vitamine D2, elle est un peu moins active chez les mammifères que la vitamine D3, parce qu'elle est adaptée aux plantes, et la D3, en fait, c'est l'hormone des mammifères. Voilà, donc c'est normal qu'elle marche mieux chez l'homme que... voilà, c'est certainement l'inverse, la vitamine D2 marche mieux comme vitamine D, en fait, pour les plantes, parce que c'est en fait la vitamine D des plantes, quoi. Et donc cette vitamine D3, donc elle migre dans le foie pour être transformée en calcidiol, puis dans le rein, où le calcidiol va être transformé en calcitriol, et c'est le calcitriol qui est bioactif. C'est la 1-alpha-25 dihydroxyvitamine D3. C'est ça le calcitriol. Et donc vous avez 3 sources. Déjà les UV, l'exposition aux UV. Alors en été, c'est suffisant. Si on s'expose, par exemple, 15 à 20 minutes en plein soleil, à ce moment-là, on a une production d'à peu près 100 microgrammes de vitamine D.
1 microgramme, ça fait 48, c'est-à-dire qu'on a nos 4000 UI à peu près journaliers de vitamine D. Il faut savoir qu'avec une exposition maximale, on plafonne à 25 000 UI, c'est-à-dire que la production maximale, si par exemple on se met au soleil toute la journée, la production maximale, elle stoppe aux alentours de 25 000 UI. Alors, 1 microgramme de vitamine D, ça correspond à 48. C'est les unités internationales. Hein. Voilà. Ça correspond à 1 microgramme. Et il faut, ça va dépendre du poids, mais en général, pour un individu normal, il faut à peu près 4000 UI journaliers de vitamine D. Pour une femme, ça sera de l'ordre de 3000 UI. Mais si on pèse 100 kilos, à ce moment-là, c'est du 8000 UI qu'il faut prendre chaque jour. Parce que quand on est obèse, la vitamine D est lipophile. Hein. Elle est lipophile comme d'autres vitamines. Hein. Toutes les vitamines A, D, E, K, elles sont lipophiles, hein, donc elles sont solubles dans les graisses. Et c'est pour ça que la vitamine D, elle va être piégée dans les adipocytes, dans les tissus graisseux, et elle va être neutralisée dans les tissus graisseux. Voilà. C'est pour ça que pour avoir un effet optimal de la vitamine D, pour la meilleure prise de la vitamine D, c'est à midi avec un repas un peu gras, justement, pour que la vitamine D reste soluble, hein, puisqu'elle est soluble dans les graisses. Et donc, en été, vous avez une exposition de 15 à 20 minutes au soleil qui est suffisante pour vous fabriquer votre taux de vitamine D. Mais les autres périodes de l'année, c'est très insuffisant. Pour vous donner une idée, et ça a été déterminé expérimentalement, il vous faudrait une exposition solaire d'à peu près 7 heures en hiver pour avoir la même production de vitamine D par votre organisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes déficient ou carencé en vitamine D le reste de l'année si vous ne procédez pas à une supplémentation. La deuxième voie pour avoir de la vitamine D, c'est l'alimentation. Mais l'alimentation est très pauvre en vitamine D. Il y a très peu d'aliments qui sont riches en vitamine D. Généralement, l'apport en vitamine D de l'alimentation, elle varie évidemment en fonction de ce que vous mangez, mais généralement, c'est entre 10 et 15%. L'aliment qui contient le plus de vitamine D, ça va être l'huile de foie de morue. 100 grammes d'huile de foie de morue, ça correspond à 100 microgrammes de vitamine D, donc vous avez vos 4000 UI de vitamine D journaliers. Vous avez les poissons gras, vous avez les fromages qui contiennent un peu de vitamine D, le beurre, voilà, surtout les poissons gras. Mais pour vous donner une idée, par exemple, si vous mangez du saumon, il faudrait manger 1,5 kg de saumon pour avoir votre dose journalière de vitamine D. Il faudrait manger 80 œufs. Donc ça vous donne une idée de ce qu'il faudrait prendre pour avoir un apport correct en vitamine D. D'où l'importance de la supplémentation, soit en ampoule. Donc c'est une supplémentation qu'il faudrait à peu près toutes les 3 semaines pour des ampoules de 100 000 UI, voire 2 semaines. Donc on est loin de une ampoule tous les 3 mois, hein, parce que là c'est pas suffisant, ou voire même une ampoule mensuelle, c'est pas suffisant, il faudrait au moins une ampoule toutes les 3 semaines. Mais l'idéal, c'est une supplémentation journalière, avec des petites gélules. Alors la réglementation française limite les gélules à 2000 UI, ce qui à mon avis est insuffisant. Puisqu'en fonction du poids, ça serait plutôt du 3000 à 5000 UI qu'il faudrait prendre en journalier, quoi. Voilà. Sans risque du tout d'une toxicité quelconque. C'est vraiment donc la substance clé à tous les niveaux. Hein. Donc ça va prévenir aussi le maximum des maladies. Hein. Après, il y a des prédispositions génétiques. En tout cas, en ayant une bonne supplémentation en vitamine D, donc je répète, c'est entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par ml, mais ça peut être jusqu'à 100 nanogrammes de calcidiol par ml. Il faut savoir qu'il y a certaines populations, hein, les aborigènes, etc., ils ont, ou des Africains en Afrique de l'Ouest notamment, qui ne se supplémentent pas, qui sont juste très exposés au soleil, qui ont des concentrations plasmatiques de vitamine D qui sont de 100 à 120 nanogrammes de calcidiol par ml. Hein. Et ils vivent très bien avec ça. Il faut savoir qu'aussi on a un système de régulation de la vitamine D. C'est-à-dire si notre organisme trouve qu'il a trop de vitamine D, à ce moment-là, il active une enzyme qui est une 24-hydroxylase qui est capable d'agir sur la vitamine D3 ou sur le calcidiol et de neutraliser en fait cette vitamine D. Donc s'il estime qu'il y a trop de vitamine D, notre organisme réagit en le neutralisant. Voilà. Alors, le cortisone, ça a exactement le même fonctionnement que l'adrénaline, hein. C'est-à-dire que c'est un activateur du système sympathique. Sauf que l'adrénaline a une action immédiate, extrêmement rapide, alors que le cortisol, ça va être plus loin, ça va être plus long.
Le cortisol, on commence généralement à fabriquer à partir de 5 heures du matin, justement pour être bien éveillé. À peu près 2 heures avant, on commence à produire du cortisol qui a une activité à plus long terme, pour que ce soit en forme toute la journée. Voilà, donc normalement, c'est toujours sous l'effet du SRA. Donc ça agit au niveau de l'hypothalamus. Ça produit une hormone qui s'appelle la CRH. Cette CRH, elle agit au niveau de l'antéhypophyse, elle produit de l'ACTH, et l'ACTH, eh ben, il agit au niveau justement des glandes surrénales pour produire justement ce cortisol, quoi. J'ai aussi participé justement à une lettre qui avait été initiée donc, par le docteur Cédric Anweller avec des médecins, différents médecins, et puis différentes aussi sociétés, voilà, de pharmacologie, etc., pour sensibiliser sur l'importance de la vitamine D, de la supplémentation en vitamine D, voilà, au niveau du système de santé. Donc ça avait été repris après par l'Académie de médecine, l'Académie nationale de médecine. Voilà. On avait soulevé l'importance justement de la supplémentation en vitamine D parce qu'il y a 80% de la population française comme la population mondiale qui manque de vitamine D. Donc c'est un gros problème. Et notamment en cette période de Covid et pour la pandémie, ça aurait été très très important de supplémenter la population en vitamine D. Alors, en fait, parce que nous, on avait dit il faut supplémenter en vitamine D, ça va être très important pour ne pas évoluer vers des formes graves de la Covid, parce que c'est très protecteur, la vitamine D. Et en fait, bon, on n'a pas été écouté, puisqu'il n'y a pas eu de supplémentation qui a été faite. Alors, certains détracteurs disent oui, mais bon, en Angleterre, ils ont supplémenté en vitamine D, et bon, ils ont eu une mortalité qui était importante, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que la supplémentation qu'ils ont faite en Angleterre, c'était 408 par jour. Et ce qui est en fait minable, parce que 408, c'est mieux que rien, mais c'est très très faible. En fait, il aurait fallu une supplémentation minimale 10 fois plus, 10 ou 20 fois plus même, dans certains cas, pour avoir un taux correct de vitamine D. Il aurait fallu charger davantage pour que les gens aussi soient au niveau, c'est-à-dire avoir déjà une bonne concentration plasmatique de vitamine D. Et là, il y aurait eu un effet protecteur certain, quoi. Ça aurait, à mon avis, épargné beaucoup de vies. Il faut la supplémentation en vitamine D, plus les 300 mg de magnésium, avec la vitamine K2, alors c'est 200 microgrammes à 600 microgrammes par jour pour la vitamine K2, et il faut prendre du zinc aussi. Normalement, c'est entre 10 et 40 mg de zinc, l'idéal c'est 25 mg de zinc. Alors pourquoi le zinc? D'abord parce qu'il est impliqué dans des tas de voies dans le métabolisme. Le zinc est très important parce qu'il y a énormément de métalloprotéases à zinc, c'est-à-dire d'enzymes qui ont besoin de zinc pour fonctionner. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, la vitamine D, elle active des gènes. Elle active des gènes, on a vu jusqu'à 1000 gènes, ça peut être probablement 2000, donc elle est capable vraiment d'agir au niveau génétique. Et si vous voulez, les facteurs de transcription des gènes, vous avez un certain nombre de facteurs de transcription des gènes qui utilisent le zinc comme cofacteur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de zinc, à ce moment-là, l'activation, la transcription de ces gènes, ou l'inhibition de ces gènes ne peut pas être faite. Et donc vous avez besoin de zinc. Et vous avez à peu près 15% de la population qui manque de zinc. Ça veut dire que si vous n'avez pas assez de zinc, eh ben à ce moment-là, vous n'avez pas la transcription adéquate en fait, de ces gènes. C'est pour ça que, en plus de la supplémentation en magnésium et en vitamine D, c'est bien d'avoir une supplémentation en zinc. Et idéalement, il faut aussi avoir une supplémentation en antioxydants, parce que quand il y a une dérégulation du SRA, c'est-à-dire une suractivation du système rénine-angiotensine, qui va se traduire par une suractivation du récepteur AT1R, il vous faut des antioxydants, parce que lors de la suractivation du récepteur AT1R, vous avez une NADPH oxydase, qui s'appelle NOx, qui est activée et qui produit des ROS, des particules réactives de l'oxygène. Donc ça produit, comme je vous l'ai dit, des radicaux libres. Par exemple, ça va être de l'oxygène singulé, du peroxyde d'hydrogène, des anions superoxydes et puis des anions, des radicaux hydroxyles aussi. Et tout ça, pour les neutraliser, il faut des antioxydants. Et donc l'idéal, c'est de prendre comme antioxydant, par exemple, du N-acétylcystéine, du NAC, que vous pouvez prendre jusqu'à 750 mg par jour, ou du glutathion, qui est un tripeptide antioxydant. Le NAC, c'est un acide aminé qui est modifié, qui est N-bloqué,
Le NAC, c'est un tripeptide qui est antioxydant, donc tous les deux ont justement un résidu de demi-cystine, enfin de cystéine, et donc ils ont un groupement thiol, et c'est ça qui leur confère des propriétés redox. Et puis parallèlement, c'est bien de prendre de la vitamine C aussi, parce que la vitamine C, c'est un antioxydant, donc c'est l'acide ascorbique, hein, c'est un très très bon antioxydant. Et si vous voulez, quand vous mélangez justement le NAC ou le glutathion ou le glutathion avec la vitamine C, vous avez une très bonne protection justement contre les radicaux libres. Donc c'est l'idéal. Ouais. Et vous pouvez prendre parallèlement aussi d'autres molécules qui sont très bénéfiques pour le fonctionnement du SRA, par exemple de la taurine, qui peut être prise à 1 mg par jour, qui a un effet très important, parce qu'en fait, à l'origine, c'est un précurseur des acides biliaires. Hein. C'est là, ça a été identifié dans la vésicule biliaire des taureaux, hein. Ça c'est le premier nom. Vous pouvez prendre aussi des oméga 3, hein. C'est généralement des gélules de 2 grammes, qui sont très très favorables. Vous pouvez prendre de la vitamine A, à hauteur de 10 000 8 de vitamine A, qui est très importante parce que non seulement bon, pour le fonctionnement du système oculaire, hein, avec le rétinol et tout ça, mais aussi c'est impliqué dans l'homéostasie au fer, qui est très importante. Donc voilà, la vitamine A, il faut prendre 200 microgrammes de sélénium aussi, qui est très important. Donc vous avez toute une combinaison de molécules qui peuvent être prises, et justement qui sont très favorables à un bon fonctionnement du système rénine-angiotensine. Et vous avez également en parallèle des plantes qui sont actives sur le système. Donc en cas de Covid ou de Covid long, vous pouvez utiliser des plantes. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous cite certaines plantes d'intérêt. Vous avez par exemple Artemisia annua, qui est une plante... alors elle n'est pas autorisée en France, mais on la trouve donc en Suisse. Elle est très intéressante parce qu'elle contient de la quercétine. Et la quercétine, c'est un inhibiteur du SRA. Et elle contient aussi de l'artémisinine aussi, bon, qui agit au niveau du calcium, mais qui a un effet très bénéfique au niveau du SRA. Vous avez également Renutria japonica, c'est-à-dire la renouée du Japon, qui est une espèce de racine japonaise, qui contient également de la quercétine et qui est un inhibiteur du SRA. Vous avez le cumin noir, Nigella sativa, qui contient de la thymoquinone, qui est aussi un inhibiteur du SRA. En parallèle, bon, vous avez la dexaméthasone, hein, qu'on utilise dans les formes graves. Bon, c'est pas issu de plantes, mais c'est aussi un inhibiteur du SRA et qui a une particularité, c'est qu'il vous fait produire plus de récepteurs à la vitamine D, justement. Voilà. Vous avez d'autres plantes comme la berbérine, comme Angelica, comme le Rabinsara. Vous avez l'ashwagandha, donc le ginseng indien. Vous avez le Panax ginseng aussi qui marche très bien. Vous avez d'autres molécules actives. Vous avez, bon là c'est plus une molécule vous avez la Réglis aussi, qui marche très bien. Voilà, ça c'est des plantes essentielles. Vous avez une molécule qui est très importante, qui n'est pas dérivée de plantes, mais vous avez la phycocyanine qui est dérivée de la spiruline, enfin qui est un principe actif de la spiruline, qui a un très fort pouvoir antioxydant. C'est fabriqué normalement par des cyanobactéries, hein, de la spiruline, et par exemple c'est 20 fois plus puissant que la vitamine C et 16 fois plus puissant que la vitamine E. Donc c'est en fait deux sous-unités protéiques, une de 15 kilodalton, l'autre de 20 kilodalton, avec un noyau tétrapyrolique ouvert, tétrapyrole ouvert. Et donc, c'est un pigment qui est utilisé pour la photosynthèse par ces cyanobactéries, en plus de la chlorophylle. Et donc, c'est très bon pour réguler le bon fonctionnement du SRA. Et c'est un pouvoir antioxydant très puissant. Vous avez aussi l'axaxanthine, un pigment rouge de plante aussi qui fonctionne très bien, un fort pouvoir antioxydant. Voilà. Et après, il y a des tas, en termes d'allopathie, par rapport à des médicaments, vous avez des tas de médicaments d'intérêt, hein, donc les antihistaminiques, hein, donc voilà, que je vous ai cité précédemment, hein, donc tous les antihistaminiques, hein, Aerius, Bilasca, Bilastine, Claritrine, kétotifène, cétirizine. Alors le kétotifène, il est intéressant plus que les autres parce qu'en plus, c'est un inhibiteur de TLR4 et TLR4, c'est un récepteur qui est présent sur les cellules de l'immunité innée et quelque part c'est un stabilisateur de mastocytes. Donc pour les SAMA aussi c'est intéressant d'avoir du kétotifène. Vous avez aussi un autre stabilisateur de mastocytes
C'est le chromoglycate de sodium qui est intéressant. Vous avez donc les antileucotriènes, hein, donc Montelukast, hein, le singulaire. Vous avez la gabapentine, hein, un antiépileptique aussi, qui est d'intérêt dans les cas de Covid long, Covid sévère. Vous avez la fluvoxamine et la fluoxétine, donc le Prozac, qui agissent, qui sont intéressants surtout quand on a des troubles nerveux, avec des problèmes cognitifs, des pertes de mémoire, etc. Ce sont des inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Vous avez le modiodal aussi, qui est intéressant parce que c'est un inhibiteur de la recapture de dopamine, d'acétylcholine, pas d'acétylcholine, mais d'adrénaline, de noradrénaline. Et puis d'autres molécules, vous avez par exemple les statines, hein, comme la pravastatine, hein, des hypolipémiants, donc qui peuvent être intéressants, hein, ces statines. Voilà, vous avez aussi un antagoniste de CCR5 qui est utilisé, mais bon, son inconvénient, c'est qu'il est très cher, paraît-il. Fonctionne. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Bon, il y a quand même pas mal de molécules qui permettraient éventuellement de traiter un Covid sévère. Maintenant, il faut tomber sur les bonnes parce que souvent, ce ne sont pas les mêmes molécules qui ont un effet. C'est vraiment très dépendant des personnes, quoi. Vous avez aussi la metformine qui marche très bien. C'est un antidiabétique. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a un dérèglement du SRA, ça vous induit un état de prédiabète, c'est-à-dire que ça vous induit une intolérance au glucose. Donc ça favorise le développement du diabète de type 2. Donc ça vous confère une résistance à l'insuline qui est normalement produite par les cellules bêta là, des îlots de Langerhans au niveau du pancréas. Et donc ça vous provoque une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie, elle est délétère parce qu'elle est associée à des tas de neuropathies. Il y a des tas de neuropathies prédiabétiques. Et en plus, cette hyperglycémie, elle vous induit une surexpression des récepteurs ATR. Donc c'est important, justement, quand on a un Covid long, un Covid sévère, de ne pas prendre de glucose, parce que le glucose fait des rechutes, il fait des crashs. Il faut éviter le glucose et il faut éviter l'exercice physique intense. Le sport intense ou l'effort intellectuel intense, elle fait faire des rechutes en cas de Covid plus ou moins sévère. Initialement, on ne pensait pas qu'il y avait de la vitamine D, parce qu'il y avait justement de la vitamine D, et puis un SRA, parce que le SRA au niveau du cerveau, le cerveau en fait c'est un organe comme un autre, hein. Tout le monde pense que c'est le cerveau qui pilote tout. Tout le monde pense que le cerveau, il commande absolument tout le fonctionnement des organes, qui commande tout, mais en fait c'est faux. C'est le SRA, le grand chef d'orchestre, c'est-à-dire le SRA, il contrôle le cerveau comme il contrôle le reste des organes et des tissus. Alors pourquoi ? Au niveau du cerveau, vous avez des neurones, vous avez des oligodendrocytes, vous avez des cellules microgliales, vous avez des astrocytes, et bien toutes ces cellules-là, elles possèdent justement un système rénine-angiotensine. Elles possèdent donc tous les éléments du système rénine-angiotensine et elles sont contrôlées par le système rénine-angiotensine. Vous avez notamment les cellules microgliales qui servent de cellules du système immunitaire dans le cerveau. C'est elles qui provoquent l'inflammation du cerveau, hein, les encéphalites et tout ça, justement quand elles sont activées sous forme M1. Et quand vous supplémentez en vitamine D, vous avez aussi un effet sur le cerveau. Sur le cerveau, il a été identifié aussi un récepteur à la prorénine. Cette fameuse rénine qui est inhibée donc par la vitamine D. Et ce récepteur à la prorénine, il est délétère aussi, il est comme AT1R, il fait la même chose qu'AT1R. Et c'est calmé par la vitamine D. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire un dosage, sauf en laboratoire si on veut savoir en fait quel peut être le dosage ponctuel au niveau du cerveau, mais le cerveau a ces zones avec des récepteurs à la vitamine D. Il y a des récepteurs à la vitamine D, donc qui sont très très présents. Là où on les détecte le plus, c'est dans l'hippocampe et le cortex, mais c'est dans la substance grise. Mais bon, vous avez des récepteurs à la vitamine D un petit peu partout. Et l'angiotensine 2 notamment qui se balade, et c'est elle qui est délétère, quoi. Enfin, surtout quand elle est en excès. La mélanine, qui est le pigment de la peau, hein, qu'on retrouve, elle interfère, oui, effectivement, avec la synthèse normale de vitamine D. C'est pour ça qu'on a vu une hécatombe chez les Nord-Américains noirs
à peau noire, justement, pendant la pandémie de Covid. Il y a eu beaucoup de décès, justement, parce qu'ils sont très souvent fortement carencés en vitamine D. Ils la fabriquent pas bien. Alors en Afrique, évidemment, il y a eu moins de dégâts que ça, parce que la population est très jeune, et ils sont aussi au soleil, donc ça a été moins catastrophique que la population nord-américaine noire, quoi. C'est ce qu'on appelle les BAME, sur les ethnies BAME, donc ça va être les Indiens, etc., les Noirs américains et tout. À ce moment-là, on voit qu'il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de formes très sévères, de formes mortelles de la Covid-19 dans ces populations-là. Les toxines animales, en fait, c'est ça ma vraie spécialité au CNRS. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les toxines animales, je les ai trafiquées. Il faut savoir que les venins animaux, ils contiennent énormément de molécules. C'est des centaines, probablement des milliers de molécules. Hein. Plus les méthodes d'analyse s'affinent, etc., plus on voit qu'il y a de molécules. Donc, il y a des molécules qui peuvent être des toxines. Généralement, ce sont des toxines, mais il peut y avoir des toxines dirigées, par exemple, contre des arthropodes, contre des insectes, vous voyez, un petit peu tout, les espèces animales. Et dans un venin, vous avez un petit peu de tout, mais vous avez beaucoup de molécules qui sont actives sur des canaux ioniques. Les canaux ioniques, ce sont des structures qui sont transmembranaires, hein, généralement, qui permettent de contrôler les flux d'ions à l'intérieur de la cellule. Donc ça contrôle les flux entrants, voire des flux sortants. Et donc vous avez un certain type de canaux ioniques, vous avez des canaux sodium, des canaux potassium, des canaux calcium, des canaux chlore, vous avez plein de sous-types de ces canaux. Nous, par exemple, pour traiter des maladies auto-immunes, on avait travaillé sur des bloqueurs de canaux ioniques. Alors leurs petits noms qui ne sont pas très sexy, c'est blocage de canal IKCA1, donc c'est des canaux potassium, calcium activés de conductance intermédiaire. On a travaillé aussi sur des bloqueurs de canaux Kv1.3. Ce sont des canaux potassium voltage dépendant de type 1.3. On sait que quand on bloque ces canaux-là, on peut traiter certaines maladies auto-immunes, puisque ça bloque justement la prolifération des cellules du système immunitaire, hein, ça a un effet immunosuppresseur. Et ça, on a montré expérimentalement que ça permettait de traiter des modèles animaux de sclérose en plaques, par exemple, ou de polyarthrite rhumatoïde. Donc, quand on agit sur des sous-types spécifiques de canaux ioniques, on peut avoir des effets très importants, et y compris pour le cancer. Et donc, il y a le blocage de certains canaux, qui peuvent être des canaux chlore, des canaux potassium, calcium ou sodium, qui ont des effets antitumoraux. Donc, ça a été démontré, hein. Ce qui est logique, hein, puisque les tumeurs, en fait, c'est une prolifération cellulaire. Hein. Pour qu'il y ait des mitoses, pour qu'il y ait une prolifération de cellules, ben, ça met en œuvre des tas de canaux ioniques. Il suffit de bloquer un canal bien choisi qui va être spécifique, par exemple, d'un type cellulaire, hein, par exemple d'une cellule tumorale, et ça va fonctionner. Alors il faut faire attention, évidemment, de cibler un canal qu'on ne retrouve pas spécifiquement sur tous les types cellulaires. Hein. C'est-à-dire si on retrouve ce canal d'importance pour la prolifération cellulaire aussi bien sur des cellules normales que sur des cellules tumorales, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser des bloqueurs de ces canaux-là. Il faut trouver des canaux, un blocage de canal, en fait, qui se trouve spécifiquement, en fait, sur les cellules tumorales. Voilà. Nous, on avait travaillé un petit peu sur tout. On a travaillé beaucoup sur le scorpion, et notamment pour le traitement de maladies auto-immunes. Donc, on cible des canaux particuliers. Voilà. Mais on peut cibler certains canaux pour éviter, par exemple, d'avoir peur. Il y a vraiment tout qui est possible. Et puis il y a des canaux, par exemple, qui ont une activité de type morphine. Notamment, on a identifié une molécule beaucoup plus puissante qui est extraite d'un venin d'un scorpion iranien, qui justement a une activité de type morphine, hein, c'est-à-dire contre la douleur. C'est un antidouleur très puissant, hein, plus puissant que à peu près 100 fois plus puissant que la morphine. Donc, si vous voulez, un venin animal, on peut retrouver de tout dedans. On peut trouver des substances qui tuent, mais on peut trouver aussi des substances qui potentiellement peuvent soigner. Et d'ailleurs, quand on parle du captopril, qui est un inhibiteur ECA, hein, qui est un régulateur donc, négatif du système rénine-angiotensine, eh ben, il est dérivé d'une molécule présente dans un venin de serpent. Voilà. Donc, il y a aussi des composés qui sont extraits de venins animaux et qui peuvent
servir de médicament. Hein. Ouais. Voilà. Donc, nous, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, ou que j'ai dirigé à un moment, dans le labo, on travaillait sur ces toxines animales. Donc, on trafiquait les molécules justement pour les optimiser. Quand une molécule est active sur plusieurs canaux, des fois on essayait de la rendre plus sélective, c'est-à-dire qu'on modifiait des acides aminés de cette protéine pour obtenir une molécule qui soit plus spécifique d'un type de canal d'intérêt, ou bien alors moins sensible à la dégradation enzymatique par des protéases. On essayait d'augmenter la demi-vie dans le plasma sanguin de ces molécules qui peuvent être dégradées rapidement par des enzymes circulantes dans le système circulatoire, quoi. Voilà, donc on faisait un petit peu ça au laboratoire, on trafiquait les molécules et puis on regardait les répercussions de ces modifications chimiques sur la structure tridimensionnelle, c'est-à-dire la forme dans l'espace de cette toxine, et puis aussi sur son activité, sa spécificité, sa résistance à la dégradation, sa biodisponibilité, etc. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Alors, d'ailleurs, certains animaux, comme le scorpion, je prends le cas de l'Androctonus amoroxi. Oui, Androctonus amoroxi. Androctonus, ça veut dire tueur d'hommes, hein, des terres australes. D'accord. Qui a une particularité, justement, dans une résistance hors norme au choc nucléaire. Enfin, Oui. Ah ben, il n'y a pas que lui, hein. Les scorpions, en général, ils ont une substance dans la cuticule, apparemment, ça provient de la cuticule, ils ont une substance qui permet de résister justement à des irradiations énormes. C'est plus de 500 000 rad. Donc en cas de guerre nucléaire, ce qui resterait, ça serait un type de baleine, apparemment, ça serait aussi un type de drosophile, et puis les scorpions, qui sont très résistants naturellement aux radiations, et il y a des gens qui travaillent justement sur la cuticule de scorpion, pour savoir ce qui les rend justement si peu sensibles aux radiations nucléaires, quoi.